Donc, comme on dit en anglais, the floor is yours, avec un bel accent. Et on va commencer par une première question. Le big data, aussi peut-être objet connecté. De quoi s'agit-il? C'est quoi ça? Bon, j'ai 20 minutes. Oui, pour cette première partie. Au préalable, je voudrais remercier le bureau de votre association et d'une façon générale tous les gens qui ont participé à cet événement. Je fais, comme vous le savez, beaucoup de conférences, mais je fais celle-ci avec certainement un peu plus d'émotion que d'habitude parce que je sais combien votre école est un temple du savoir, et au-delà de ça, je pense que vous serez sensible de savoir qu'au sein de Captain Dash, donc ma société qui fait de la big data, on recrute assez souvent des gens qui viennent de votre école, certains d'entre eux qui se trouvent au deuxième rang. Voilà. Donc je suis très très heureux d'être ici, très heureux de pouvoir parler de ces enjeux qui me passionnent. Et excellent. Ça n'existait pas auparavant. Voilà. Il faut se renouveler. Il y a un préalable que je voudrais faire. Je dirais que quand je parle de cet enjeu, très souvent les gens me disent mais c'est un sujet technologique et un sujet donc qui ne concerne que les spécialistes. Et en fait, ce que j'ai découvert lorsque je me suis retrouvé au Conseil national du numérique, c'est que la révolution digitale finalement impactait absolument tous les secteurs et que sa perception était généralement, je dirais, assez mauvaise. Et j'ai passé beaucoup d'énergie à essayer d'expliquer la nature de cette révolution. Ce que je raconte assez souvent, c'est que le premier entretien que j'ai eu quand j'ai été nommé au Conseil national du numérique, c'était avec le président de la République de l'époque, et j'ai été très surpris, je pense quelque chose qui a beaucoup évolué depuis, de voir que pour le corps politique d'une façon générale, et je stigmatise personne en particulier, le digital, c'était les réseaux sociaux et les téléphones mobiles, et que ça s'arrêtait à ça. Et donc, j'ai essayé de trouver des moyens, au fur et à mesure, au travers de mes conférences, de livres, d'interventions même en tête-à-tête, d'expliciter cette révolution digitale. Et je crois que ce qui fait qu'elle est difficile à faire comprendre, c'est le fait qu'elle est très pervasive, elle est très peu visible. Je crois que si on pense aux deux précédentes révolutions industrielles, la première révolution industrielle, c'est avant tout une révolution de la machine et de la puissance mécanique. C'est la première fois où on va plus loin que la puissance naturelle du cheval de trait ou de la roue à aube, et c'est celle de la machine à vapeur. Le grand symbole de la première révolution industrielle, c'est la machine à vapeur. Et donc c'est quelque chose qui est un marqueur visible. En plus, les voies de chemin de fer, je dirais, envahissent l'Europe assez rapidement. C'est un marqueur extrêmement visible de cette révolution. Et la deuxième révolution industrielle, le marqueur le plus visible, c'est le moteur à explosion, et aussi le moteur électrique. Donc c'est avant tout des révolutions énergétiques. C'est la première fois, encore une fois, qu'on arrive à accroître de façon très significative la productivité mécanique, et de fait, on arrive à produire des biens. Les facteurs les plus visibles de cette révolution, c'est les outils industriels, avant tout, même si la deuxième révolution industrielle, en partie, voit aussi d'autres, je dirais, techniques émerger, comme la chimie ou les premières technologies de télécommunication. Mais cette révolution, c'est une révolution qui a une nature différente. C'est une révolution des gains d'opportunités, du fait qu'on est capable de synchroniser mieux l'offre et la demande dans tous les domaines. Et cette notion de gain d'opportunité, c'est surtout un système économique que l'on voit émerger dans le monde anglo-saxon, des modèles d'études économiques, et consiste à dire que, encore une fois, plus on synchronise des offres et des demandes qui sont de nature économique ou de nature informationnelle de façon efficace, plus on crée des externalités. Et la façon la plus amusante que j'ai trouvée de parler de ça, c'est de parler de l'Afrique. Alors vous allez me dire que l'Afrique, c'est pas un continent le plus connecté de tous. Pour autant, il s'est passé en Afrique un phénomène assez intéressant. Il y a eu de 1960 à 2000 une croissance qui était de 1% par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Africain de 2000 est 2 fois plus pauvre qu'un Africain de 1960 parce que la démographie a cru beaucoup plus vite et donc les gens se sont appauvris. Et à partir de 2000, le phénomène s'est renversé, la croissance s'est mise à accélérer.
Et pendant très longtemps, on a eu du mal à expliquer cette accélération assez soudaine, à la fois dans les pays qui sont des pays où il y a des matières premières, mais aussi dans les pays où il n'y en a pas, où il y en a peu, où il y a parfois des croissances qui sont de l'ordre de 10%, et on a eu du mal à expliquer ça. Et puis en 2004, la London School of Economics a fait un travail très remarqué qui nous a appris que la croissance africaine est complètement corrélée avec les réseaux de télécommunications. Pourquoi? Parce qu'on crée des gains d'opportunités et on en crée d'autant plus dans un continent où il y a peu d'infrastructures. En d'autres termes, si vous êtes un fermier et que vous récoltez votre grain, eh bien, si vous n'avez pas de moyens d'information, vous allez d'une part le vendre sur le marché où c'est pas forcément le plus intéressant pour vous parce que tout le monde sera venu là et donc les prix seront déflationnés. Et puis d'autre part, vous aurez du mal à conserver votre reliquat parce que vous n'avez pas forcément un silo à grains. Et si vous n'êtes pas capable d'appeler un camion qui peut embarquer le reliquat que vous n'avez pas vendu, la plus grande chance qui risque d'arriver, c'est que vous soyez obligé d'abandonner votre reliquat et de le laisser pourrir. Donc ça, c'est ce que permettent les gains d'opportunités permis par le téléphone mobile, qui est proto-numérique, on est avant le numérique, ça permet de téléphoner et donc d'avoir ces gains d'opportunités. C'est aussi vrai dans des domaines qui sont non marchands. Si vous êtes au Libéria, que vous êtes une femme avec un enfant malade, il y a une infinité réduite de médecins au Libéria, c'est-à-dire qu'il y en a 200 pour tout un pays, et donc vous n'avez pas accès à un système de santé publique. Si vous avez un téléphone mobile, vous pouvez appeler quelqu'un qui aura des connaissances médicales et qui fera toute la différence avec pas d'information. Donc ça, c'est l'origine de la croissance africaine moderne, c'est les gains d'opportunités, et je crois que ça doit nous interpeller sur la puissance, finalement, de l'information. Je rappelle que, finalement, tout ce qu'on vit ici, la lumière, en l'occurrence, ici, elle est naturelle, mais d'une façon générale, toute la productivité dont on bénéficie dans notre monde moderne, elle vient, je ne sais pas si c'est mieux, tous ces bénéfices viennent des gains de productivité. Et ces gains de productivité, ils viennent de l'information. L'origine des révolutions du monde moderne dans lequel on est, ça vient d'une seule chose, à mon sens, ça vient de Gutenberg. La preuve en est, c'est qu'il y a eu des sociétés technologiques avant Gutenberg, je pense en particulier à l'Empire romain, et l'Empire romain, qui n'avait pas de moyens simples de duplication de l'information, a disparu, corps et biens et techniques, avec son effondrement structurel. C'est-à-dire que aussi bien la grue à bras, le ciment et tout un tas d'autres techniques n'ont pas perduré au-delà de l'ère romaine parce qu'on n'a pas su conserver l'information qui permettait de véhiculer ces techniques. Et Gutenberg a abaissé fondamentalement le coût de distribution de l'information. L'amélioration de l'imprimerie a continué à faire baisser ça, sont venues les télécommunications modernes, et puis maintenant, avec le monde IP, le monde de l'Internet, on est arrivé à un coût absolument marginal de distribution de l'information. Alors, en Afrique, ça donne quoi? Là, ça donne ça. Ça donne M-Pesa. M-Pesa, c'est du mobile banking. C'est pour moi un des plus grands succès commerciaux, il ne faut pas que je bouge, de toute l'histoire en général. C'est-à-dire que en l'espace de seulement 7 ans, ces chiffres datent de début 2004, vous passez de 0 ou d'un chiffre marginal à 26 millions de gens qui accèdent à la banque au Kenya. Sachant que ça fait 60%, puisque au Kenya, vous avez 40 millions d'habitants. Donc vous avez une pénétration extrêmement rapide, extrêmement massive du mobile banking. Et ça crée des externalités extrêmement nombreuses. La première d'entre elles, c'est que vous formalisez de l'économie informelle. C'est-à-dire que l'économie informelle, c'est l'argent que vous avez sous le matelas, qui n'est pas visible de la banque centrale. L'économie formelle, c'est le transfert de cet argent vers votre compte en banque, évidemment, qui est visible de la banque centrale. Ça fait quoi? Ça fait que l'asset de la banque centrale s'accroît et qu'elle est capable d'emprunter sur les marchés internationaux à un taux bien moindre, et en gardant la même marge, le même spread, elle est capable de redistribuer finalement de la valeur aux citoyens, aux consommateurs, tout simplement sous forme de crédit plus avantageux. Donc ça, c'est le premier effet.
Puis le deuxième effet, c'est que vous avez une circulation de l'argent qui est beaucoup plus importante, parce que vous pouvez envoyer cet argent à l'autre bout du pays, vous pouvez le prêter. Si vous avez plus de 100 $ sur votre compte en banque, vous pouvez le faire rémunérer. Donc il y a une mobilité de l'argent qui est favorable au business d'une façon générale et qui développe la croissance. Il y a plusieurs études qui semblent dire que le mobile banking a un impact visible sur la croissance du Kenya, qui serait de l'ordre de 10 à 20%. C'est évidemment extrêmement significatif et on peut démultiplier ce type d'exemple dans tous les domaines. Donc ça, c'est clairement, on n'est plus proto-numérique, on est numérique et on voit bien la puissance des gains d'opportunité à l'œuvre. Alors, ce phénomène, c'est un premier phénomène. Il y a un phénomène qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la notion d'accélération. Alors ici, il faut que je modifie ce slide, c'est pas 100 millions, c'est 100 milliards, mais il y a manifestement une notion d'accélération qui est extrêmement visible. Vous avez tous des adresses IP, vous utilisez tous des mails, et donc vous êtes tous finalement des citoyens numériques. Vous faites partie un peu moins du tiers de la planète, un peu plus du tiers de la planète, qui accède au monde de l'IP. C'est-à-dire, on considère qu'il y a à peu près 2,5 milliards d'individus qui sont aujourd'hui connectés d'une manière ou d'une autre au monde IP. 2 milliards d'individus et sans doute aux alentours de 6,3 milliards de gens qui accèdent au téléphone mobile. Donc c'est évidemment des chiffres très importants. Mais pour ce qui est du monde IP, on a mis 40 ans à en arriver là. Donc il a fallu 40 ans pour qu'on développe finalement les infrastructures IP, on développe les terminaux pour que finalement on fasse ce chiffre de 2,5 milliards. Et ce que les instituts d'études nous apprennent, et je crois qu'ils vraiment singularisent cette accélération, c'est le fait que dans les 2 à 3 années qui viennent, on va ajouter entre 2 et 2,5 milliards à ces premiers 2,5 milliards. Donc le parcours qu'on a mis 40 ans à faire, à effectuer, on va mettre 2 à 3 ans à le répéter à nouveau. Donc il y a clairement un point de singularité extrêmement remarquable. Et puis au-delà de ça, il y a un deuxième phénomène qui est tout à fait structurel et significatif, qui est l'émergence des objets connectés. Ces objets connectés qui sont aujourd'hui ces petits bracelets sympathiques que certains d'entre vous utilisent, mais qui ont des usages beaucoup plus vastes, notamment dans le monde productif et dans le monde industriel. Je vais passer au micro normal. Voilà. Je vais couper celui-là. Alors ça marche plus, il faudrait l'animer, le mettre en route. Merci beaucoup. Celui-là marche, voilà, très bien. Et donc, et ce qui fait que on va avoir très rapidement une émergence de ces objets industriels qui ne font ni plus ni moins que tracer l'ensemble des faits et gestes de l'humanité et au-delà de l'écosystème dans lequel on vit. Et ça, c'est des opportunités encore plus importantes d'arriver à utiliser, on va le voir, cette donnée pour en faire tout un tas finalement d'opportunités de développement de nouveaux services. Alors, quand je fais cette conférence, je dis en général, les 2 slides qui viennent sont les plus importants. À mon sens, ce qui va venir, c'est les 2 notions les plus importantes. Et la première d'entre elles, c'est la notion de multitude, du crowd. C'est parce que je crois que c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément, mais finalement, tout l'Internet, tout ce qui existe sur Internet, c'est vous qui l'avez fait et personne d'autre. C'est-à-dire qu'à commencer par Wikipédia, Wikipédia, c'est la plus grande somme de connaissances de l'histoire de l'humanité. Si on imprime Wikipédia, on a une encyclopédie, la version anglaise, qui fait 120 mètres de haut, à comparer avec 1,60 m pour une encyclopédie traditionnelle. Et contrairement à ce que, je dirais, la croyance collective nous enseigne, eh bien, il y a moins de fautes dans Wikipédia que dans Britannica. Donc la multitude est capable de faire de la quantité, mais aussi de la qualité. Mais elle ne fait pas que ça. La multitude fait aussi, finalement, la confiance. C'est-à-dire que lorsque vous achetez sur les réseaux sociaux, sur les sites d'e-commerce, vous le faites aussi avec un niveau de confiance qui est élevé parce que beaucoup de gens ont acheté auparavant et ont voté, ont validé les processus qui font que vous avez confiance. Parfois, ont mis des commentaires, qu'il s'agisse d'un hôtel, d'un taxi, qu'il s'agisse d'un livre,
qu'il s'agisse de tout un tas de services, finalement, vous êtes collectivement en train de créer de la confiance. Et ça, je crois que c'est une notion qui est tout à fait fondamentale, consubstantielle à l'émergence de cette nouvelle forme d'économie. Et puis, troisième aspect aussi important, c'est que vous êtes aussi ceux qui ont fait les réseaux sociaux. Finalement, la richesse de Mark Zuckerberg, c'est vous collectivement qui l'avez faite, mais vous avez avant tout fait tous les contenus qui se trouvent sur cette plateforme, sans exception. Donc finalement, cette notion, elle est fondamentale. Je pense qu'elle est aussi fondamentale dans le monde marchand, c'est-à-dire que, quels que soient les business, moi je pense que la notion d'interaction avec la multitude et avec l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse d'une activité extrêmement B2B ou extrêmement B2C, moi, lorsque je fais la mesure digitale des entreprises du CAC 40, un des premiers paramètres que l'on mesure, c'est l'interaction de ces entreprises avec la multitude. Donc ça, c'est une notion qui est tout à fait essentielle et à avoir à l'esprit quand on développe quelque chose. Est-ce que j'interagis avec la multitude? Et puis la deuxième notion, et évidemment, c'est un sujet qui m'est cher, vous l'avez compris, c'est la notion de données. Et je pense qu'on n'a pas encore bien perçu le potentiel des données. Alors les données, c'est arrivé quand? Eh bien, la réelle, finalement, émergence de ce modèle des données, c'est arrivé à peu près en 2005. Pourquoi en 2005? Parce que c'est le moment où des sites, un certain nombre de sites, Yahoo, et en particulier chez Yahoo, Flickr, ont commencé à dire, eh bien, nos systèmes de données traditionnels n'arrivent plus à gérer les requêtes. Quand quelqu'un fait une requête complexe et il cherche des photos où il y a ballon, soleil, ciel bleu, enfant, eh bien, dès qu'il met plus de 5 ou 6 mots-clés, nos systèmes s'effondrent et n'arrivent plus à répondre. Et donc, on cherche des alternatives à ça, et ils ont posé cette problématique au milieu universitaire, notamment à Stanford, et un certain nombre d'individus, dont Doug Cutting, ont répondu en disant « on a des moyens de traiter ça, mais ce sont des moyens qui sont extrêmement différents de ce que l'on a dans les systèmes de données structurés tels qu'on connaît traditionnellement. » Alors, ici, on est par définition dans un lieu où la technologie fait moins peur qu'ailleurs, mais moi qui ne suis pas ingénieur, j'ai cherché et trouvé, je pense, un système allégorique pour essayer d'expliquer finalement qu'est-ce que c'est que cette révolution Big Data et comment on caractérise la Big Data. Parce que finalement, tout le monde parle de Big Data, mais c'est assez difficile de comprendre la nature même de cette Big Data. Et de façon allégorique, l'illustration que j'ai trouvée, c'est celle de l'image. Alors, encore une fois, c'est une allégorie, mais quand vous voulez, dans un monde traditionnel, ce qu'on appelle le monde des bases de données de type SQL, analyser une image, ce qui est fondamental à comprendre, c'est que vous devez au préalable définir la dimension que vous voulez analyser. Vous pouvez dire, par exemple, je venais analyser les couleurs. Et dans ces cas-là, vous allez démonter cette image par ces dimensions-là, par cette dimension-là en l'occurrence. C'est-à-dire que vous allez prendre les pixels marron ou orange, selon, vous allez les mettre dans un silo marron, vous allez prendre les pixels bleus, vous allez les mettre dans un silo bleu, et vous allez créer des interactions entre ces deux silos. Ça, c'est le monde traditionnel tel qu'il existe. Dans le monde de la Big Data, c'est tout à fait différent. Vous allez chercher le plus possible à garder l'information sous sa forme originelle. C'est-à-dire que vous gardez la photo telle qu'elle est, et vous allez avoir une analyse qui est assez proche finalement de celle de l'œil humain. Vous allez dire, finalement, je m'intéresse aux couleurs, par exemple, mais vous pouvez aussi dire, je m'intéresse aux formes, je m'intéresse aux plissés, je m'intéresse aux états de surface, aux craquelures. Avec des interpréteurs, vous pourriez dire, je m'intéresse aux émotions dégagées par cette image. Donc, vous avez ainsi potentiellement une infinité de dimensions que vous êtes capable d'analyser. Et ça, je crois, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental et qui est un des éléments essentiels de la Big Data qu'on appelle la vélocité. Et je crois que c'est vraiment une notion qui est très importante parce que quelque chose qui n'est pas toujours bien perçu. Il y a deux autres dimensions qui sont également très importantes. Il y en a une qui n'est pas propre à la Big Data, mais qui est propre plutôt aux technologies en général et à l'amélioration des technologies, c'est la notion de volume. Aujourd'hui, on sait attaquer des pétaoctets de données, c'est quelque chose qu'on fait sans grande difficulté, alors que quelque chose qu'on ne savait pas faire auparavant. Et puis, la dernière notion, qui est très importante également, c'est la notion de corrélation. C'est le fait que vous avez de la variété et vous êtes capable de traiter du multisignal.
Vous pouvez, par exemple, en épidémiologie, dans le monde médical, vous êtes capable de traiter 1000 flux de nature extrêmement différente. Et vous pouvez chercher des patterns là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la big data? On fait 3 choses. Je pense que vous avez ça à l'esprit. La première, c'est qu'on fait de la détection de patterns. On recherche des choses qui sont capables de se répéter et qui ont du signifiant, qui signifient quelque chose. Je parlerai à la fin des notions de corrélation et de cause, pour ceux qui ont immédiatement ça à l'esprit. À partir de là, quand on sait que ces patterns ont du signifiant, on est capable de prédire, et on est capable de dire, quand cette configuration se manifeste, il se passe ceci. C'est évidemment quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et dans un troisième temps, ce n'est pas nécessairement des technologies de big data, mais ce sont plutôt des technologies d'automatisme. On est capable de mettre des learning machines, des outils qui vont répondre de façon automatique. Et ça, je crois qu'on rejoint ici, dans certains cas, la sphère de l'intelligence artificielle, mais aussi, d'une façon générale, une dimension du numérique qui est en train de se développer à très très grande vitesse et qui a un potentiel d'opportunité, on va le voir, tout à fait important.